Parole donc à Michel qui va intervenir sur le dialogue social et les risques psychosociaux. Merci, donc bonjour et merci de m'accueillir dans votre assemblée. Je vais m'asseoir. Donc peut-être d'abord vous indiquer de quel point de vue je me place avec la première diapositive. Donc en fait, j'anime un dispositif qui s'appelle l'appui au dialogue social. C'est un dispositif d'intervention dans les entreprises pour aider les entreprises à améliorer la qualité de leurs relations collectives. C'est un dispositif qui s'est créé en 1996 en Rhône-Alpes. Donc je viens de Rhône-Alpes. Et qui s'est étendu en Lorraine et en Normandie. Ce qui veut dire que nous avons des points d'ancrage dans les 3 coins de la France, mais nous n'avons pas de point d'ancrage dans le sud-ouest jusqu'à présent. C'est un dispositif qui est public, qui est financé par le ministère du Travail et qui est co-géré par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et par les services du travail au niveau régional par les directs. C'est un dispositif qui a réalisé environ 200 à 250 interventions. Les intervenants constituent un réseau avec 3 origines. D'une part, des personnes qui sont issues des services du travail, d'autre part des chargés de mission des ARACT, et enfin des consultants. Et les interventions se réalisent en binôme à 2 personnes, en mixant les origines. Donc voilà pour présenter succinctement ce dispositif. Le coût de mobilisation des intervenants est pris en charge par l'État, ce qui fait que c'est en fait gratuit pour l'entreprise. Donc en tant qu'intervenant, nous occupons une posture qui est assez classique en médiation, qui est une posture d'extériorité, d'équidistance et de neutralité sur le contenu. L'extériorité, ça passe par le fait que, par exemple, quelqu'un qui est issu des services du travail n'intervient pas dans son département d'affectation, mais forcément dans un autre département. On a aussi des règles qui interdisent d'intervenir dans une entreprise pour un autre motif que l'appui au dialogue social pendant une durée de 5 ans, par exemple, pour les consultants. L'équidistance, c'est l'idée que l'intervenant est au service du système de relations constitué par les 2 parties. Au point de départ, les 2 parties, c'est la direction de l'entreprise et les représentants du personnel. Donc le facilitateur F est au service du système de relations des 2 parties pour aider ce système à s'améliorer dès lors que les parties le souhaitent. La neutralité sur le contenu, c'est un élément très important. À partir du moment où on intervient dans le conflit relationnel, pour que l'intervenant puisse construire la confiance, il faut qu'il renonce à avoir le moindre avis sur des questions de contenu. Donc il est ignorant de tout, il ne donne pas de conseils, il n'a pas d'avis, et cela permet de bâtir la confiance dans la mesure où s'il avait des avis sur le contenu, ce serait interprété comme quelque chose en faveur ou à l'encontre par les parties. Donc le parti pris, c'est n'a aucune compétence sur le contenu. Pour situer toujours ce dispositif, donc là il y a 2 pyramides.
ça situe les cas dans lesquels on intervient, qui sont des cas limités. Donc le premier cas, la pyramide de gauche, c'est la situation où il y a un conflit relationnel entre la direction et les délégués. Bon, c'est des hypothèses un peu schématiques, hein, mais on fait l'hypothèse que c'est là que se situe l'essentiel des difficultés. En général, la direction déléguée, ça se traduit par une sorte de compétition pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interaction qui fait qu'à un certain moment, chacune des parties pense que l'autre veut prendre le pouvoir, l'éliminer. Et du coup, on a une sorte de lutte pour la survie, une guérilla permanente qui finit par être assez coûteuse et aussi improductive. Chacun dresse son mur et ça ne produit plus grand-chose. Donc c'est un premier cas de figure. On appellera ça le dialogue social, hein, direction déléguée à ce moment-là. Et puis l'autre cas de figure dans lequel nous pensons être légitime pour intervenir, c'est le cas où la direction de l'entreprise est en conflit, finalement, où il y a un conflit relationnel avec l'ensemble du personnel de l'entreprise. Délégué, encadrement, opérateur, il y a un malaise à tous les étages. Alors, je parlais de légitimité d'intervention en tant que puissance publique, parce qu'elle est liée effectivement au fait que la direction de l'entreprise est l'une des parties au conflit. On pourrait imaginer que la direction achète une prestation externe de médiation, mais il y a un risque assez considérable que ce prestataire externe ne soit pas perçu comme équidistant par l'autre partie dès lors que c'est l'employeur qui finance le coût d'intervention. Il y a une difficulté, c'est ce qui a amené le ministère du Travail à s'engager, y compris financièrement, dans cette affaire. De la même façon, dans les conflits à chaud, l'inspection du travail intervient et ce caractère public et gratuit aide certainement les parties à accepter l'inspecteur du travail comme aimable conciliateur. Donc voilà, là c'était pour situer de quel point de vue je vous cause. Donc moi personnellement, j'ai travaillé sur ce dispositif depuis l'origine. C'est un dispositif que l'on a conçu à la faveur d'une coopération avec les Québécois, le ministère du Travail du Québec. On a eu une coopération en continu avec eux jusqu'à présent, une coopération vraiment très, très active. Et je travaille à temps plein sur ce dispositif depuis un certain nombre d'années, depuis une quinzaine d'années. Voilà. Je continue. Ça va? Donc je voulais aborder la question du conflit. Qu'est-ce qu'on peut entendre par conflit? Mais avant d'aborder cette question, je pense que c'est intéressant de donner des éléments de contexte. Parce que, alors des éléments de contexte sur l'évolution du travail. En 40 ans, moi j'ai observé une évolution absolument considérable du travail. On n'est plus du tout dans les mêmes situations. Il y a 40 ans, l'employé de bureau, l'opérateur, il avait un travail prescrit, répétitif, facilement contrôlable, et tout se déroulait comme ça. Il n'y avait pas de soucis relationnels, il n'y avait pas de risques psychosociaux, voilà, tout était cadré. Et le travail a quand même considérablement évolué, il est devenu communicationnel, il est devenu abstrait. Une conséquence de cette évolution du travail, c'est une autonomie nécessaire des opérateurs, qui est beaucoup plus grande. Une autre conséquence, c'est que les modes de régulation classiques, que sont la discipline ou la hiérarchie, la surveillance par le chef, ou les procédures, sont devenus de moins en moins prégnants,
moins en moins présent dans la régulation au sein de l'entreprise. À partir de là, la question c'est comment le système se régule. Et le relationnel a pris énormément d'importance. C'est devenu un mode de régulation. Le relationnel passe par des formes d'ajustement mutuel entre individus, mais aussi entre collectifs. Et selon la manière dont ce relationnel se déploie, on a des problèmes ou pas. Hein. Donc il y a vraiment une montée en puissance du relationnel. Qu'on le veuille ou non, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a 10 ans, le thème du harcèlement moral est apparu, alors qu'avant, personne n'aurait imaginé parler de cela. Et puis plus récemment, donc, le thème des risques psychosociaux. Bon, un autre élément de contexte, au niveau du dialogue social, donc j'ai indiqué un dialogue social poussif. C'est vrai qu'en France, on a une faiblesse du dialogue social qui est quand même particulièrement chronique. Bon, ça se traduit par des indicateurs, hein, par la faiblesse de la conflictualité, par la faiblesse du taux de syndicalisation. Nous sommes le pays développé qui a le plus faible taux de syndicalisation. Et puis, alors, tout cela, à mon avis, s'explique par d'abord le cadre légal français qui s'est construit historiquement et qui, à mon point de vue, est particulièrement inadapté. À mon avis, le cadre légal organise, peut-être sans vouloir, la faiblesse du dialogue social. Alors, les principaux éléments de ce cadre légal, c'est le fait que en France, on organise la pluralité syndicale dans l'entreprise et donc la concurrence syndicale et donc finalement des formes de division et donc un élément de faiblesse. La plupart des autres pays nord-américains, d'Europe du Nord ont des monopoles soit de fait, soit de droit. Historiquement aussi, n'importe qui pouvait se faire désigner délégué syndical et à ce titre-là signer des accords qui engagent l'ensemble de la collectivité de travail sans qu'il n'y ait aucune garantie de réelle représentativité. Donc c'est vraiment des éléments de faiblesse chronique. L'importance des textes peut-être aussi ne favorise pas la vitalité du dialogue social quand ce sont les textes qui déterminent à quel moment on doit inviter les membres du CE, etc., sous quelle forme. Donc la loi se permet un luxe de détails qui est assez étonnant et et le risque derrière tout ça, c'est d'avoir un dialogue social formel hein, qui respecte la loi mais qui ne vit pas réellement. Un autre élément de faiblesse du dialogue social, c'est cette culture historique de l'opposition. Toute la thématique de la lutte des classes qui demeure présente dans les esprits et qui fait qu'un bon délégué, c'est d'abord un délégué qui tape sur son patron. Et puis côté patron, le délégué, c'est un peu le loup dans la bergerie et donc il faut se prémunir et se protéger de ce phénomène. Il y a également d'autres présupposés qui peut-être sont plus forts en France et qui fondent les relations de travail. Il y a la culture néoclassique, l'homo economicus. L'homo economicus, c'est un être rationnel qui maximise son profit et minimise sa peine. Donc, partant de ce principe, le manager, s'il s'appuie sur cette vision, aura tendance à se méfier du salarié, à vouloir le contrôler, à vouloir l'encadrer, partant de cette hypothèse psychologique. Un autre trait de la culture française, c'est l'importance de l'acteur stratégique. La théorie de Crozier est quand même très enseignée.
Et donc, elle met l'accent sur la maîtrise des zones d'incertitude pour, quelque part, mettre l'autre en dépendance. Et le jeu des acteurs, ben, c'est d'accroître leur contrôle des zones d'incertitude. Donc, l'acteur stratégique n'est pas un acteur qui propose de fonder des relations performantes, et égales et confiantes. Il est évident que ces postulats de méfiance ont des effets. On peut parler de prophétie autoréalisatrice. Si on part du postulat qu'on ne peut pas se faire confiance, bien évidemment, la relation part sur de mauvaises bases. Alors, je vais vous proposer de décrypter le mot conflit. Parce que c'est un mot valise. Chacun se renvoie le conflit à la figure. Certains disent le conflit c'est bien, c'est un phénomène nécessaire. D'autres disent bah non, c'est destructeur. Et on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Nous-mêmes, on nous a fait le procès de vouloir empêcher le conflit. Donc, je pense que c'est utile d'essayer d'éclaircir un peu ça. Alors, une première grille de lecture, c'est de distinguer le conflit évitement, du conflit affrontement et du conflit confrontation ou dialogue. Bon, conflit évitement, ça consiste face à ce qui est ressenti comme une agression, à préférer la fuite. Donc, si on se sent trop faible aussi, on va préférer éviter de rentrer en conflit. Dans l'entreprise, le conflit évitement peut, au niveau des relations de travail au quotidien, avoir des effets tout à fait ravageurs. Ça veut dire que les salariés se taisent et puis ils se retirent sous leur tente. Ils font le service minimum. Et donc le conflit évitement ne permet pas de mettre sur la table les problèmes et ne permet pas d'avoir cet engagement des salariés qui est maintenant nécessaire pour la réussite de l'entreprise. C'est un conflit discret mais particulièrement ravageur. Le conflit affrontement, front contre front, là, à l'inverse, les deux protagonistes ont décidé d'engager l'épreuve de force. Et à ce moment-là, c'est le plus fort qui l'emporte. Une autre modalité, c'est de faire trancher le litige par un arbitre. Troisième forme de conflit, c'est la confrontation, front avec front, ou le dialogue. C'est-à-dire que les parties posent sur la table ce qui fait différence, ce qui fait problème, pour échanger là-dessus et convenir des meilleures solutions à cela. Donc je dirais que nous, notre dispositif vise à aider les parties à passer d'un conflit évitement ou d'un conflit affrontement à un conflit confrontation ou dialogue. Alors dans le conflit, il y a une succession de ces phases d'évitement, d'affrontement ou de confrontation. Il y a un moment, il faut se parler. La question, c'est quel serait le bon ordre pour faire les choses. Très souvent, ce qui se passe dans la réalité, c'est on se tape d'abord dessus. Si on n'arrive pas à trouver une solution à l'issue de la guerre, éventuellement on va chercher un arbitre. Et puis, à un moment, il faut peut-être arriver quand même à se mettre autour de la table, de guerre lasse. Alors ça peut être un chemin, mais c'est un chemin qui est particulièrement peu efficient. C'est pas très efficient de procéder de cette manière-là parce que le conflit, affrontement coûte cher. La guerre, ça fait des blessures, ça coûte de l'argent. Et la solution qui sort de la guerre est une solution qui finalement résulte du hasard, du rapport des forces.
C'est-à-dire celui qui est le plus fort impose sa solution. Ça ne veut pas dire que c'est la solution intéressante pour l'ensemble du système. Un autre élément difficulté, c'est que si une partie remporte une victoire, le problème c'est qu'on est dans une relation durable. Et donc l'autre partie attend sa revanche au tournant. Donc remporter une victoire dans une relation durable, quelle signification ça a et quel impact ça peut avoir. Le recours à l'arbitre comporte beaucoup d'inconvénients, passer beaucoup de temps d'abord, souvent, à des procédures à rallonge. Et puis la décision de l'arbitre, elle aussi, n'est pas forcément adéquate par rapport aux besoins de la situation. Très souvent, le juge ne juge pas en équité, il juge en droit. Et donc, on risque d'avoir un problème. Du coup, peut-être une bonne façon de travailler pour les partenaires sociaux, c'est plutôt de commencer par le dialogue. Et puis seulement si le dialogue ne permet pas de résoudre le problème, et bien ensuite de passer éventuellement à l'épreuve de force ou d'aller chercher un arbitre. Donc cette question de l'ordre dans les modalités de conflit est quand même intéressante et qui me semble importante. Enfin, on a quelque chose à faire, nous en tant qu'intervenants, pour que cet ordre soit modifié à la satisfaction des parties. Alors simplement, le dialogue, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est donné. D'abord, ça suppose une relation qui permette le dialogue, donc une qualité de relation. Ça suppose aussi des apprentissages, des savoir-faire. Alors toujours pour éclaircir le mot conflit, je voulais vous proposer une autre grille de lecture qui est une grille sur le mode contenu ou relation. Donc conflit sur le contenu et conflit relationnel. Donc dans toute situation, dans toute rencontre, il y a toujours une part de contenu et une part de relation, ça c'est clair. Hein. Les deux sont intriqués, les deux sont en interaction. Mais selon les situations, la part de contenu et la part de relationnel n'est pas la même. Sur le schéma, là, il y a un curseur, donc il s'agit de savoir où se situe le curseur. Si on fait l'hypothèse que à ce moment-là, c'est intéressant d'apporter éventuellement un appui sur le contenu, d'avoir un expert, d'avoir un conciliateur, médiateur qui va aider les parties à se mettre d'accord sur le contenu. Si, par contre, à l'inverse, on fait l'analyse qu'on est plutôt sur un problème relationnel, c'est assez vain de vouloir se situer sur le contenu. Et le juge, l'inspecteur du travail, le médiateur, conciliateur risquent finalement de donner un petit peu des coups d'épée dans l'eau, dans la mesure où on résout une bataille, mais on ne règle pas la guerre. Et ce qui intéresse les parties, finalement, ce n'est pas tellement la solution à leur litige, mais c'est d'avoir raison sur l'autre partie. Et il y a le besoin de créer sans cesse des litiges pour sans cesse mettre en difficulté l'autre partie. Donc c'est un truc sans fin, inépuisable. Relations et contenu ne sont pas sur le même niveau. Parce que la relation, c'est une sorte de règle, ce sont des règles du jeu qui se construisent historiquement à partir de la première rencontre. Et ces règles du jeu, ça définit la position de A par rapport à B et de B par rapport à A.
Et une fois que ces règles du jeu se sont constituées, elles ont un caractère relativement stable et pérenne et résistant. Et alors nous on parle de dyade. La dyade, c'est le système de relations entre deux parties. Et on peut décrire la personnalité d'une dyade, c'est-à-dire la personnalité des règles du jeu de la relation. Il n'y a jamais de dyade pareil, et chaque dyade a ses propres règles du jeu. La relation constitue une enveloppe qui va déterminer la capacité des parties à se parler du contenu et qui va aussi donner du sens au contenu. Si par exemple quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je ne suis pas d'accord », cette affirmation, au départ on ne sait pas si ça peut porter sur le contenu, je ne suis pas d'accord sur le contenu de ce que vous dites, ou si éventuellement c'est au niveau relationnel, je ne trouve pas légitime que vous parliez, par exemple, et à ce moment-là on est au niveau relationnel. Il n'y a que la connaissance de la relation qui permet de faire des hypothèses sur le sens de cette affirmation « je ne suis pas d'accord ». A l'inverse, le contenu ne détermine pas la relation, au sens où des parties peuvent avoir des intérêts, par exemple, différents, opposés, et malgré tout avoir une relation saine. Et à l'inverse, des parties peuvent avoir des intérêts complètement convergents et avoir des relations exécrables. Donc les relations et contenus ne se situent pas exactement au même niveau. Ça va, je vous fatigue pas trop? Alors je continue. En fait, l'effet du conflit sur le contenu et l'effet du conflit relationnel sont complètement différents. Dans une relation productive, donc la partie gauche, on voit que A et B parlent de l'objet. Donc l'objet est dessiné avec un gros pavé, là, vert, parce que à partir du moment où la relation est saine, ce qui compte pour A et B, c'est l'objet, c'est le contenu, et ils peuvent y consacrer toute leur énergie. Et puis, à l'inverse, en caricaturant évidemment, dans une relation dite improductive, une relation perturbée, ce qui est important pour A, c'est B, c'est d'atteindre B, de lui faire mal, de le contrarier, etc., et réciproquement. Et du coup, l'objet sert de munition, un petit peu de ballon de foot, et ça sert à marquer des buts à l'adversaire. Et du coup, dans le conflit relationnel, les parties malmènent leurs intérêts, malmènent les objets, malmènent le contenu, et ça peut aller jusqu'à sacrifier totalement l'objet au nom de la relation. Et concrètement, ça peut se traduire par la disparition d'entreprises. J'ai souvenir d'une association telle qu'il en existe dans tous les départements de France et de Navarre, et dans un département, l'association a disparu alors qu'il y avait des financements pour cette association à cause d'un conflit relationnel qui n'a pas pu se résoudre. Pour les entreprises en situation de concurrence, les dégâts sont évidemment aussi importants. Alors ce qui est difficile, c'est que quand vous recevez des parties, elles viennent toujours avec des éléments de contenu. Elles viennent toujours vous dire il y a ça qui ne va pas, etc. Et donc c'est pas toujours facile de dire est-ce qu'on est sur un conflit relationnel ou sur un conflit de contenu. Donc quelques signes qui permettent de se dire qu'on est plutôt sur un conflit relationnel. Donc, c'est d'abord la récurrence des litiges et des recours à l'arbitre. Donc si deux parties sont en litige, on peut dire bon, ils sont peut-être pas d'accord sur le contenu, mais
Si les litiges se répètent sans cesse à tout propos, bah là c'est que c'est la relation qui est en cause. Un autre signe, c'est souvent le caractère dérisoire des litiges, c'est-à-dire on se bat souvent pour des pailles en croix, parfois pour le choix d'une salle de réunion plutôt qu'une autre. Un autre signe très fort, très important, c'est l'émotion. Conflit relationnel provoque énormément d'émotions négatives et donc c'est facilement repérable. Les personnes viennent avec énormément de colère, et ils s'expriment d'une façon très véhémente. Un autre élément, c'est la tendance à l'incrimination, la lecture inversée de la même réalité. Dans le conflit relationnel, l'explication du conflit porte un nom et un prénom. C'est quelqu'un d'en face et réciproquement. Donc il y a un phénomène de bouc émissaire, de simplification. On désigne une personne et c'est elle le problème. Et quand on écoute les parties séparément, chacune a une conviction très profonde sur l'explication de la difficulté. Et nous, en tant qu'intervenants, on est vraiment convaincus par la partie qui nous raconte tout ça. Mais quand on va voir l'autre partie, ben on ressort tout aussi convaincu, mais dans l'autre sens. Et donc chaque partie finalement accumule des arguments très très forts avec des exemples. Et ce qui est très étonnant, c'est que alors qu'ils ont vécu les mêmes faits, ils ont une vision complètement inversée des faits et des causes de ces faits. Du coup, ça invite quand même à respecter le principe du contradictoire dès lors qu'on est dans un conflit relationnel, parce que sans contradictoire, on ne peut pas se faire une opinion, en sachant que dans le conflit relationnel, les parties vont toujours avoir tendance aussi à enrôler les tiers. Donc les tiers, par exemple dans le conflit entre direction et représentant du personnel, l'opinion publique dans l'entreprise peut être un tiers, l'opinion publique en dehors de l'entreprise, l'inspecteur du travail, médecin du travail, etc., etc. Donc tout ça, c'est des tiers qu'il faut enrôler, se mettre dans la poche pour augmenter son rapport de force. Et donc, il est important pour ces tiers ou pour les structures syndicales, par exemple, d'essayer d'entendre les deux sons de cloche avant de se laisser embarquer dans la lutte, dans le conflit. Alors, qu'est-ce qui fonde le conflit relationnel ? Ça se résume probablement au mot reconnaissance. La reconnaissance semble procéder d'un besoin fondamental de la personne humaine. Et si il y a des signes de non-reconnaissance, s'il n'y a pas de reconnaissance, eh bien, la personne n'a de cesse que de montrer qu'elle existe. Et ce déficit de reconnaissance, c'est ça qui provoque l'émotion considérable qu'on trouve dans le conflit relationnel. Donc la reconnaissance, ça se joue au niveau du travail, reconnaître le travail. Ça se joue au niveau de la personne, reconnaître la personne, le salarié par exemple comme personne, ou le manager comme personne humaine. Et ça se joue au niveau du rôle. Le respect des rôles, c'est très, très important. Si on a le sentiment que quelqu'un essaye de nous piquer notre rôle, on se sent vraiment très mal. Donc sur ce fond de reconnaissance se développe ensuite de la méfiance ou de la confiance dans une relation saine. Et on peut avoir une sorte de gradation dans le conflit relationnel qui peut conduire à une forme, à un certain stade d'incommunicabilité complète.
de méfiance qui fait que même si l'une des parties disait à l'autre, bon, on devrait peut-être arrêter de se taper dessus, un certain niveau de méfiance, ça n'est pas entendable par l'autre partie qui risque de prendre ça pour une manœuvre supplémentaire. Et donc à ce stade de détérioration, l'arrivée d'un tiers externe semble nécessaire pour le système. Du coup, je vais revenir un petit peu à ce que l'on fait nous en appui au dialogue social et quelles sont les hypothèses et les principes qui fondent nos interventions. Et puis je vous décrirai un petit peu la manière dont on s'y prend pour aider les parties à bâtir de meilleures relations. Alors si on veut aider les acteurs, nous partons de l'hypothèse que les acteurs sont les meilleurs experts de leurs problèmes. On s'aperçoit, nous, que par exemple les salariés d'une entreprise ont une très grande lucidité sur les problèmes du management. Ça leur pète aux yeux, quoi. Ils ont une très grande clairvoyance là-dessus, ils s'en parlent et ce sont d'excellents experts des problèmes de l'entreprise. La direction qui est dans une position parfois plus isolée peut ne pas percevoir les choses, ne pas être un très bon expert à certains moments. Le deuxième postulat, c'est que la parole des acteurs a plus de chances d'être entendue que celle d'un expert. À partir du moment où on est dans le conflit relationnel, ce qui va provoquer le changement, ce qui peut provoquer le changement, c'est l'échange entre les parties. C'est l'expression d'un vécu. C'est ça qui peut être déclencheur du changement, et le rapport de l'expert a très peu de chances de modifier d'une part les règles du jeu et d'autre part de changer les certitudes. Si le rapport déplaît, il finit à la poubelle, et s'il plaît, il ne joue pas son rôle. Et l'espace d'échange refabrique de la confiance si on parvient à organiser un espace d'échange, qui soit un espace d'échange, non pas un ring. Cela permet aux parties de se dire qu'elles sont capables de se parler. Donc elles font la preuve qu'elles sont capables de se parler. Et puis de quoi elles se parlent, elles ne vont pas parler de la confiance ou de la relation, on va les amener à parler de ce qui fait problème. Du coup, c'est gagnant des deux côtés parce qu'en parlant des problèmes, on situe quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système pour que le système avance. Et tout en se parlant de ça, on rebâtit la confiance. Donc le facilitateur, lui, est dans un rôle d'aidant, dans un rôle assez modeste, où il considère que c'est le carburant de l'intervention, c'est l'envie des parties de changer les règles du jeu de leur système. Alors, la notion d'adhésion est une notion évidemment un peu délicate et paradoxale. En fait, les parties sont prêtes à adhérer à l'idée d'ouvrir un espace d'échange que parce qu'elles ont le sentiment d'une impasse. Donc vous voyez, c'est une adhésion un peu contrainte. Alors l'impasse peut être une impasse économique, le système devient improductif sur le plan économique. Ça peut être une impasse sociale, le système fabrique de la souffrance au travail. Et donc dans les deux cas de figure, les parties se disent qu'il faut faire quelque chose de différent que la guerre traditionnelle. L'impasse peut être aussi organisée par les pairs PE, accent grave RES, des gens qui sont externes au système mais qui sifflent la fin de la partie. Ça peut être des financeurs, ça peut être parfois l'inspecteur du travail, médecin du travail avec sa légitimité, peuvent siffler la fin de la partie.
Donc cette adhésion, au départ, ce n'est pas une adhésion franche et massive, hein, c'est un vague espoir qu'on est parti. Et il y a un processus qui va se mettre en place pour que ce vague espoir devienne une véritable adhésion. Alors, nous, nos interventions comprennent 3 phases. Une phase de contact préliminaire, une phase de travail, une phase de suivi. Tout ça s'étale sur 1 an et demi environ. Et en moyenne, on va dire qu'on est présent 6 ou 7 jours dans l'entreprise, pour situer globalement. Donc les contacts préliminaires correspondent à cette phase de développement de l'adhésion, de l'envie. Alors, traditionnellement, on procède de la manière suivante. On a un premier contact séparé avec le collectif de direction et un contact avec le collectif syndical où, s'il y a plusieurs syndicats, on peut être amené à les voir séparément. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, à ce stade, le but, c'est d'identifier les problèmes vécus et bâtir la confiance. Autrement dit, on invite chaque partie à nous dire c'est quoi les soucis, leur misère, et nous ne faisons qu'écouter leurs propos. On fait donc l'hypothèse que cela permet de commencer à bâtir la confiance avec les intervenants. On est dans un système où il n'y a que de la méfiance. Des intervenants arrivent. La crainte des parties, c'est de quel côté ils vont pencher. Donc, on fait tout ce que l'on peut pour essayer de faire sentir qu'on ne penche d'aucun côté, qu'on est au service du système, et notamment donc l'écoute empathique sans remettre en cause permet de bâtir un début de confiance. Ensuite, on a un deuxième contact séparé qui est destiné à faire travailler chacune des parties séparément sur ses objectifs de changement. Donc, vous voyez, on est dans un processus. Hein. Là, le premier contact va avoir lieu, le second aura lieu 15 jours après. Voilà, on a une sorte de cadencement. Donc, les projeter un peu sur ce que pourrait être une vie différente. Et puis, à partir de là, on commence à proposer un plan de travail pour atteindre ces objectifs. Quand ces étapes sont franchies avec succès, évidemment, ce n'est pas mécanique, hein. Il y a des cas où d'ailleurs ça s'arrête. Dans un tiers des cas, nos interventions s'arrêtent au stade des préliminaires parce que l'une des parties ne souhaite pas aller plus loin. Donc, à l'étape suivante, on réunit les 2 parties, collectif direction, collectif syndical. J'insiste sur le terme collectif, hein, on travaille toujours dans le collectif. Et dans cette réunion, où pour la première fois ils sont ensemble dans notre présence, on les amène à partager leurs objectifs. On les fait travailler un peu sur leurs objectifs, voir s'ils sont convergents, divergents, si ça peut être des objectifs partagés. On leur fait identifier les risques, les difficultés qu'il y aurait à faire un travail d'échange. On propose une méthode. On leur demande de définir des règles du jeu pour que les échanges qui vont avoir lieu soient des échanges efficients. Donc en général, ils savent bien comment ils font pour ne pas se parler. Et on leur demande s'ils veulent bien s'engager symboliquement. Pardon ? Gabriel ? Oui. Non, je disais, c'est les Québécois, c'est toujours une phase d'engagement. Oui. Pardon. Il y a une phase d'engagement, un côté symbolique. Et puis après, une fois qu'ils se sont engagés, on travaille sur la mise en place, l'organisation du travail et puis comment on communique avec le reste du monde, le reste de l'entreprise. Tout ça est mis sur un document extrêmement clair qu'on appelle contrat, mais qui n'est pas du tout signé. Hein. C'est un contrat purement moral et on ne souhaite pas qu'il y ait de la signature derrière, en général. À partir de là, on a plusieurs hypothèses, nous, en tant qu'intervenants, sur le conflit. Alors, une première hypothèse, ou un premier choix, c'est de considérer qu'on est plutôt dans un conflit
syndicat, direction représentant du personnel. Et à ce moment-là, on va proposer une méthode qui correspond à cette situation. L'autre grande hypothèse que l'on a, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez la pyramide de droite, donc c'est des relations détériorées dans l'ensemble de l'entreprise. Dans ce deuxième cas de figure, on fait l'hypothèse qu'il y a un problème de management. C'est une hypothèse qui est vraie à 80%. Et donc on met en place un plan de travail qui est complètement différent. Donc je vais vous parler du premier plan de travail. Alors on appelle ça le séminaire en relation du travail, donc entre la direction et les représentants du personnel. Et on a un plan de travail qui est assez concentré dans le temps, en 3 jours, le plus proche possible les uns des autres, parce que ce que l'on souhaite faire, c'est un choc relationnel. Les relations sont difficiles et de manière concentrée dans le temps, on veut qu'il y ait un contact qui se fasse entre les parties. Donc le premier jour, on les fait travailler sur des relations souhaitables. Relations, c'est pas, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent à tous les niveaux, hein, pas seulement sur le plan des relations. Hein. Quelles sont leurs préoccupations traduites sous forme de souhaitables. Donc c'est bâtir un peu la feuille de route pour l'entreprise, pour leurs relations entre eux, pour demain. Voilà, donc de quoi ils vont parler? Ils vont parler du respect, la plupart du temps, des rôles, des choses comme ça. Alors, parler d'abord du souhaitable permet un rodage sur la capacité à se parler. Parce que, en se parlant du souhaitable, en fait, on parle des problèmes et d'une manière positive, hein, des positivants. Bon, c'est une astuce. Le deuxième jour, on les amène à travailler sur le vécu. Donc nous, on sert de scribe. Le rôle de l'écrit dans nos interventions est important et toujours présent. À la fin de la première journée, on rédige la synthèse du souhaitable. Et cette synthèse du souhaitable, qui est une synthèse partagée, donc ils sont assez surpris de voir que finalement ils ont le même souhaitable à ce stade, va servir de grille de lecture pour décrire le vécu. Par exemple, dans le souhaitable, on va avoir, il est important que la direction respecte la légitimité et le rôle des représentants du personnel et réciproquement. Par exemple, du coup, le deuxième jour, c'est bon, décrivez ce qui se passe, comment ça se passe pour que le rôle des représentants du personnel ne soit pas respecté sur un mode descriptif, photographique, et pas sur un mode de recherche des causes. La recherche des causes est interdite, proscrite par les intervenants. Le rôle d'animation est évidemment très fort. Hein. Enfin, il est d'autant plus fort que les choses se passent mal et d'autant plus faible que les choses se passent bien entre eux. Mais l'autorité d'animation, là, est une fonction quand même très, très importante. Sur la distribution de la parole, sur la régulation, sur veiller à ce qu'il soit sur le thème, veiller à ce qu'il soit productif, parce qu'on est sur des temps quand même... le temps passe vite, hein. Et donc la tendance à partir sur des sujets, à argumenter, il y a plein de façons de perdre son temps. Hein. Donc nous sommes, nous, responsables du cadre et responsables du fait que les choses avancent et que ce soit productif et que ça permette de se rapprocher des objectifs qu'ils se sont fixés. Troisième jour, on les fait travailler sur un plan d'action pour atteindre, combler l'écart qui est entre le vécu et les orientations. Donc ils ont un document en 3 colonnes, des orientations, le vécu, oui, un écart, et qu'est-ce qu'on peut faire pour combler l'écart, thème après thème. Donc ça le mérite d'une certaine lisibilité, ça leur permet de voir de quelle façon ils avancent, où ils en sont. Voilà. Donc ça, c'est un premier mode d'intervention dans les relations direction-syndicat. Donc on a ces 2 collectifs, le collectif direction et le collectif des représentants du personnel qui se causent pendant ces 3 jours. L'autre hypothèse et l'autre grand mode d'intervention que l'on appelle appui aux relations de travail,
Alors, je vous disais, ça part de l'hypothèse à 80% qu'il y a un problème de management. Après, il y a deux sous-hypothèses. La première, c'est qu'on a un mode de management qui est trop indécis, trop mou. Et l'autre, c'est un mode de management qui est trop autoritaire. Bon, tout ça est un peu simpliste, caricatural, mais pour nous, c'est des repères extrêmement forts. Alors, un style de management trop indécis fait que les décisions ont du mal à se prendre par l'autorité légitime. Du coup, les problèmes ne sont pas résolus et, comme la nature a horreur du vide, d'autres personnes prennent les décisions à la place de l'autorité. Et des dérives, puisque la décision prise résulte des jeux d'influence, pas mal de mal vécu, et en général, ça se traduit par des clans. Donc nous, on a l'habitude, s'il y a des clans, on fait la retraduction, management mou. Enfin, c'est des repères qui sont issus de l'expérience. Évidemment, ça a pour conséquence, outre les difficultés de vécu au travail, des relations difficiles entre la direction et le syndicat, s'il y a une légitimité syndicale au sens où le syndicat représente bien les préoccupations des salariés. À ce moment-là, le syndicat est porteur de ce mal vécu et du coup, la case direction syndicat est perturbée, quoi. Bon, donc évidemment, ce mode de management trop indécis par rapport aux besoins de la situation, hein, c'est pas dans l'absolu, hein, c'est toujours très relatif. Il n'y a pas un mode de management idéal. Hein. Donc on travaille dans une maison de retraite ou dans une fonderie, évidemment, ce n'est pas le même mode de management qui est souhaité par les besoins de la situation. Hein. Donc c'est par rapport aux besoins de la situation. Donc à ce moment-là, on a un coût social et on a évidemment des performances économiques qui sont mauvaises. Je n'insiste pas là-dessus, je pense que c'est assez classique pour vous. L'autre, ça repart là-dessus. Alors peut-être... Bon. J'ai perdu mon... Bon, ben, c'est pas grave. Donc l'autre, j'ai dû faire une erreur dans mon diaporama. L'autre sous-hypothèse, c'est un management centralisateur qui en général a deux caractéristiques. La première, c'est une centralisation des décisions qui est excessive. Donc les décisions ne sont pas prises au bon niveau. Le bon niveau, c'est celui qui a les informations utiles. Or, par hypothèse, là, ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a un effet d'entonnoir classique qui fait que la décision est prise avec retard. Donc, on retrouve le problème de la décision. Et puis, une deuxième caractéristique du management centralisateur, c'est des formes de communication qui sont difficiles. Donc, la conséquence de cela, c'est que les problèmes ne remontent pas. L'encadrement ne va pas dire au patron, je me suis planté dans telle affaire. Il vaut mieux faire profil bas et ne rien dire. Donc, assez rapidement, ce genre de management conduit à un certain nombre de dysfonctionnements et puis aux mêmes effets. Et puis de la même façon, si le syndicat est présent et représentatif, il va porter ce mal vécu à l'employeur et l'employeur, assis sur son autorité, va considérer que le syndicat cherche à le dégommer, à lui dire comment il doit gérer son entreprise, etc. Et après, ça part assez vite sur un conflit relationnel où chacun pense que l'autre veut l'éliminer, prendre sa place. Alors, désolé. Alors, sur la méthode de travail, donc là, l'hypothèse, c'est qu'il y a un problème de management. Du coup, le but de l'intervention, c'est de provoquer un choc culturel au niveau de la direction de l'entreprise. Sur c'est quoi le bon mode de gestion de mon entreprise.
le chef d'entreprise, s'il agit de telle ou telle façon, c'est qu'il est persuadé que c'est le bon mode de gestion. C'est un mode de gestion qui a sans doute fait ses preuves dans le passé, mais qui atteint ses limites et qui n'est plus... sauf que le chef d'entreprise pense que s'il y a des problèmes dans l'entreprise, souvent il fait de la psychologie, il dit c'est parce qu'ils ne sont pas motivés, c'est parce que ceci et cela. Or, les explications psychologiques s'adressant à un collectif de salariés, en général, ne sont pas très utiles. Si on est dans la psychologie, c'est que, justement, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, si l'hypothèse, c'est qu'il faut aider le chef d'entreprise à modifier sa perception de la bonne gestion de l'entreprise, il s'agit de provoquer un choc culturel, mais ce choc culturel, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Donc c'est des coups répétés, des vagues successives qui vont permettre de provoquer ce choc. Alors on part d'un diagnostic des forces vives de l'entreprise. Diagnostic, le mot n'est peut-être pas juste, on pourrait plutôt parler d'un point de vue collectif. On réunit, ça a été décidé ensemble dans la contractualisation, la démarche, hein, bien sûr, il faut se mettre dans cette perspective, tout le monde est d'accord pour cela. Hein. Et donc on a prévu dans la méthode de travail de constituer un groupe d'employés, témoins en gros, hein, sur des critères de diversité, qui va produire un diagnostic collectif des difficultés vécues dans l'entreprise. Et nous animons ce groupe et nous servons de scribe pour consigner ce que disent les salariés. On les voit 2-3 fois jusqu'à ce qu'on ait un diagnostic qui tienne la route et qui n'aborde pas les causes, qui se contente de décrire ce qui se passe, les conséquences et proposer des orientations pour l'avenir. On fait la même chose avec un encadrement, une ligne d'encadrement intermédiaire qui produit aussi un diagnostic et on va choisir la ligne d'encadrement dans des grandes entreprises qui est celle qui serait la plus crédible aux yeux de l'employeur. Parce que le risque, évidemment, c'est que l'employeur considère que les employés ne sont pas crédibles, ne font que porter la parole syndicale, etc. Et donc le diagnostic d'encadrement a énormément d'importance. Il se passe que ces diagnostics sont convergents, ils disent la même chose, sous des angles différents. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'on se serait trompé dans nos hypothèses. Une fois qu'on a ces deux documents, on les porte en analyse à la direction pour permettre à la direction de s'approprier le contenu, éviter de les rejeter ou éviter de considérer que c'est du pipi de chat. Donc c'est un processus, là aussi, hein, c'est pas mécanique, hein, ça peut passer par plusieurs rencontres si nécessaire. Donc uniquement les intervenants et la direction pour que celle-ci puisse prendre connaissance de cela en toute tranquillité. À l'étape suivante, on organise une rencontre entre l'encadrement et la direction sur le diagnostic de l'encadrement. Donc les personnes de l'encadrement qui ont fait ce diagnostic viennent le présenter à la direction, lui le commente et on invite les deux parties à dire si elles partagent le point de vue sur la réalité de ce qui est décrit. Est-ce que c'est possible que les choses se passent comme ça ou pas? Et si c'est le cas, à ce moment-là, on les invite à définir des orientations pour l'avenir. Une fois cette étape réalisée, on passe à une deuxième réunion de conjointe entre la direction, l'encadrement et les employés. Donc le groupe d'opérateurs qui a produit un diagnostic. Et là, on travaille sur le diagnostic des opérateurs. Et de la même façon, bon, est-ce que c'est possible, tout ça, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On débouche sur un ensemble d'orientations, à charge ensuite pour la direction d'élaborer un plan d'action qui fait l'objet ensuite d'une réunion conjointe avec les participants de façon à créer une sorte de mouvement et donc la démarche se termine à ce plan d'action.
Après, c'est à eux de jouer. Voilà. Alors peut-être dire qu'ensuite c'est à eux de jouer, mais qu'on ne les lâche pas pour autant, qu'on reste présent pendant 1 an pour d'abord les aider si il y a un incident, qu'ils n'arrivent pas à le réguler par eux-mêmes, éviter que toute la confiance qui s'est reconstituée se dégrade sur un seul coup, et puis faire des points réguliers sur l'avancée des affaires, l'engagement du plan d'action. Donc voilà pour ces interventions. Après, donc, moi j'avais un propos là sur la question des risques psychosociaux, puisque c'est quand même une problématique qui est devenue très très forte, et qui est même envahissante. Tout est risques psychosociaux et pratiquement les intervenants en ressources humaines, s'ils n'annoncent pas la bannière risques psychosociaux, ils ont de moins en moins de chances de rentrer dans l'entreprise. Donc moi je trouve que ce thème des risques psychosociaux a des raisons d'apparaître maintenant, hein. Ça c'est clair, hein, et ça correspond à des réalités, mais je ne trouve pas que ce soit une très bonne clé d'entrée pour aborder les choses. Je pense que les RPS, c'est un petit peu ce qui sort de la boîte noire, c'est des symptômes. Et donc, prendre les choses par le symptôme, c'est pas forcément très, très pertinent. Il me semble que derrière les RPS, il y a des problèmes qui peuvent être de nature très différente, qui peuvent être de nature ergonomique, psychodynamique, relationnelle, et que les RPS, à ce moment-là, sont un filet attrape-tout, et que ça risque de n'attraper rien, parce que la question, c'est quoi les hypothèses qui sont derrière les RPS, hein, les principales hypothèses. Très souvent, dans les entreprises, là, je vois que on se rassure, on commandite des expertises RPS. Et souvent, je me demande à quoi ça sert, quoi, hein. Parce que l'expertise dit aux parties qu'il y a des problèmes. Et à partir de quoi l'expertise le dit? À partir des propos recueillis par l'expert auprès des participants. Et donc, l'expert délivre son diagnostic et puis voilà, et il s'en va. Enfin, alors à quoi ça sert? Enfin, les gens savaient qu'il y avait des problèmes. Donc, c'est un petit peu pas toujours utile. Et je pense qu'il y a des cas où ça peut être contre-performant, notamment en cas de conflit relationnel. Parce qu'une intervention de prévention des RPS, c'est une intervention fondée sur l'approche de la résolution des problèmes, on fait un comité de pilotage, on fait un diagnostic et rationnellement, on avance. Sauf que si l'entreprise a des relations détériorées, pourries, difficiles, c'est impossible que ça fonctionne. Le propre du conflit relationnel, c'est l'impossibilité de mettre les gens autour de la table pour qu'ils collaborent à un projet commun. Donc, la conduite de ce genre, cette démarche risque vraiment d'être difficile, de se planter si les relations sont détériorées. Il y a aussi une ambiguïté sur ce que dit l'intervenant. Est-ce que c'est lui qui le dit ou est-ce que c'est les parties? Et je crois qu'il faut vraiment lever cette ambiguïté. Si c'est l'intervenant qui rend un diagnostic, il a de fortes chances d'être mis à mal par l'une des parties, celle qui va se sentir remise en cause. Ensuite, peut-être un autre élément de réflexion, c'est de faire le lien entre risques psychosociaux et dialogue social. On peut faire l'hypothèse que l'émergence des risques psychosociaux est liée à un déficit de régulation des relations collectives, un déficit de savoir se parler individuellement, mais
collectivement et un déficit de dialogue social. S'il y avait un dialogue social au sens véritable du terme, on peut penser qu'il y aura un certain nombre de régulations qui s'opéreraient, qu'il y aurait des phénomènes de lignes jaunes qui ne seraient pas franchis parce qu'il y aurait cette régulation interne. On peut aussi penser que le dialogue social procède de la reconnaissance collective. Les représentants du personnel représentent le personnel et donc à travers eux, c'est bien le collectif des salariés qui est reconnu. C'est aussi la possibilité de dégager un sens commun à l'entreprise entre le représentant du personnel et la direction. Et la question du sens est quand même importante pour la santé mentale de l'entreprise. Donc, il me semble qu'on peut faire un parallèle entre ce développement de la thématique des risques psychosociaux et cette faiblesse du dialogue social. Voilà. Bon, je vais conclure. Peut-être vous dire que dans notre dispositif, on essaye de le développer. Jusqu'à présent, on était uniquement sur des situations d'impasse relationnelle. Et là, on essaye de proposer aux entreprises une palette d'appuis plus importante pour aider des entreprises qui, sans être dans un conflit relationnel majeur, auraient le souhait de relationner mieux collectivement, d'avoir un dialogue social plus intéressant. À ce moment-là, on est en mesure de leur proposer soit des formes de formation, mais paritaires dans l'entreprise, avec les deux parties, soit des formes d'accompagnement de la concertation, accompagnement de la négociation. Et ça peut être aussi des phases dans le suivi d'une intervention classique où on aide les parties à concrétiser un certain nombre de choses, par exemple à négocier un accord, en les aidant en étant toujours sur le mode de relation, sur la qualité du relationnel. Il ne s'agit pas d'intervenir sur le contenu. Et puis pour conclure, je voulais vous proposer une typologie des médiateurs, parce qu'on parle des médiateurs un peu à tout propos, c'est comme le conflit. Donc on peut dire que le juge est le médiateur entre la loi et le citoyen, et à ce moment-là, c'est plutôt un intermédiaire. Ensuite, on a le médiateur de la République, les délégués du personnel, que moi je qualifierais d'intercesseurs, c'est-à-dire ils intercèdent auprès d'une puissance par rapport à des gens faibles. Après, il y a la question des différends. Donc, par rapport à la définition de la Commission européenne et puis de la loi française, le médiateur serait attaché à l'appui au règlement des différends. Et puis il y a la question des relations, c'est-à-dire intervenir dans les relations. Et là, nous, on a choisi le mot facilitateur, mais voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous n'êtes pas trop lassés. Comment procède-t-on ? S'il y a des questions éventuellement à poser, moi je voulais en poser une. Donc là, les relations dont vous parlez sont des relations collectives. Oui. Mais le salarié qui peut être en souffrance a une histoire individuelle. Donc, c'est arrivé d'avoir dans mon bureau un salarié qui vient me dire j'ai peur des clients. Bon, c'est assez dur à entendre. Ce lien entre bon dialogue social et prévention des risques psychosociaux, encore faut-il qu'il y ait
Qu'est-ce qu'on appelle dialogue social? l'entreprise, c'est un écheveau de relations. Hein. Une relation entre le directeur et sa secrétaire, une relation entre deux secrétaires, une relation et des relations partout. Hein. Donc nous on a pris le parti de n'intervenir que sur des relations collectives dans lesquelles la direction de l'entreprise est l'un des protagonistes. Donc il y a tout le champ des autres relations qui est immense. Après, moi je pense que beaucoup d'entre vous auraient des propositions à faire. Moi il me semble qu'à partir du moment où l'entreprise est plus relationnelle, un des rôles du manager, c'est de gérer le relationnel et que ça devient une compétence clé, importante dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise pour arriver à appréhender ces micro-relations. Vous n'avez pas dit... Justement, je pose une question simple. En fait, je comprends très bien, l'entreprise est un monde vivant, c'est un système, et c'est important qu'il puisse y avoir ce dialogue social, mais parfois il peut y avoir une conflictualité entre deux individus au sein d'une équipe. Je comprends que ça ne soit pas facile pour le facilitateur justement d'intervenir dans ce conflit, et même pour des personnes qui sont en interne. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans ces cas-là d'adjoindre la possibilité de faire appel à des médiateurs externes pour régler ce différend entre ces personnes-là à propos de ce nœud de conflictualité qui pollue la vie de tout le monde au sein d'un service, par exemple? Je pense que tu as plus d'éléments de réponse que moi sur cette question. C'est une proposition que tu fais en fait. Oui, je fais une proposition. Oui. Alors, Vous disiez que le facilitateur sait faire. Vous n'avez pas dit dans quelle taille d'entreprise vous pouvez intervenir. Parce que la relation, même si elle est la même dans toutes les tailles d'entreprise, elle n'implique pas les mêmes solutions. Vous disiez émotion, les tailles de l'entreprise sont différentes et donc les échelons sont différents. Les vécus peuvent être inversés, vous le disiez très justement. Vous intervenez dans quelle taille d'entreprise? Essentiellement dans des PME, beaucoup dans l'associatif. D'accord. Voilà, maximum ça a été 3000 personnes, un établissement de 3000 personnes. On n'est jamais intervenu à l'échelle d'une grande entreprise dans la mesure où on a aussi une implantation seulement régionale. Par exemple en Ile-de-France, on n'est pas du tout présent. Et ici non plus donc. Pardon? Et ici non plus donc. Et dans le sud-ouest non plus. Ça commence. Attends, il y avait une question, Françoise. Oui, Michel, alors tu fais la différence sur les différents, en disant que les médiateurs, nous intervenons sur les différents, et le dialogue social sur les relations particulièrement. Alors c'est là où moi j'ai une petite question. C'est qu'on a, nous on travaille avec la grille Le Cercle des conflits de Christopher Moore, qui est un médiateur américain, et justement on a 5 types de conflits sur lesquels on intervient les médiateurs. Il y a les conflits relationnels, justement, les conflits liés, qui portent sur les intérêts, ou bien sur les informations, sur les valeurs, etc. Et les conflits structurels, fusion, acquisition, ce genre de problématiques. Du coup, le contenu, si on fait la différence entre contenu et relation, on les mettrait dans quelle petite case? On aime bien Les autres formes de conflit là, que tu cites, ça, moi, je vois pas trop, j'ai l'impression que toutes les relations, de toute façon, on est des êtres relationnels, alors... Moi, il me semble que c'est le besoin des parties, le besoin de la situation, la demande des parties. Si les parties viennent pour résoudre un différend, ben voilà. Hein. Oui, mais le différend, il porte forcément soit sur la relation, soit sur la chose. Ah non, ah oui, d'accord. Pour nous, moi, dans ma vision du monde, en tant que médiateur... Enfin, moi, dans ma grille de lecture, différent renvoie contenu. Mais si on met relation derrière différent, à ce moment-là... indifférent, c'est vrai qu'on requalifie souvent le conflit en différent, ça fait moins peur, c'est tout, mais le médiateur est un tiers facilitateur, donc c'est pour ça qu'on est un peu sur les mêmes... C'est pour ça qu'on se retrouve aussi sur ce type de problème. C'est une question de terminologie, mais voilà. je
pense que, enfin, pour moi, différent, c'est litige. Litige, c'est contenu, mais voilà, après, enfin, c'est comme ça que je dis là. Ah bah oui. Jusqu'à présent, on n'avait pas de définition. Là, on en a une, et du coup, ça referme. Ça referme. Hein. Donc c'est par rapport à la directive. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, non, jusqu'à présent, il n'y avait pas de... Et donc le médiateur, nous, on travaille sur les différents, mais essentiellement sur la relation. Ce n'est pas l'objet qui nous intéresse, c'est vraiment la relation. Oui, mais il y a un risque de misfit, c'est-à-dire que si le médiateur a l'intention de travailler sur la relation, mais si le besoin des parties, c'est le différent, il peut y avoir un... Mais bon. François. Quel bilan après 15 ans, c'est ça 15 ans, combien d'entreprises avez-vous accompagné? Quel bilan vous faites de ça? Est-ce que vous avez essayé de mesurer un peu les résultats de votre action? Oui, on a eu différentes étapes d'évaluation. Une fois un cabinet, l'université Panthéon-Assas, et puis plus récemment, on a fait une démarche sur les 20 dernières interventions, et puis maintenant on a intégré un système d'évaluation permanent. Les retours que l'on a, c'est vraiment, enfin, ça marque une étape dans la vie. Les gens s'en souviennent. On les revoit 5 ans après, par exemple. L'évaluateur les revoit 5 ans après. C'est pas oublié, hein. Ça marque. En général, c'est efficace pour sortir de l'impasse relationnelle. Hein, ça permet dans cette sortie. Mais si après on demande aux répondants le plan d'action, qu'est-ce qui a changé fondamentalement, là les réponses sont beaucoup plus évasives. Voilà. Alors les répondants, c'est ceux qui ont participé aux démarches, c'est les représentants du personnel, les opérateurs, les membres d'encadrement et les membres de la direction. Hein. Donc ils sont à des places aussi différentes. Ce qui nous est reproché souvent, c'est de les lâcher trop vite, en rase campagne. Et c'est un petit peu ce qui nous a conduit à réfléchir à d'autres modes d'accompagnement qui viennent les aider à bâtir un succès. De telle sorte qu'il y ait une consolidation des relations à partir de choses vraiment réussies, quoi. Et la deuxième partie, c'est comment diffuser dans l'expérience à notre région. Est-ce que vous vous sentez porter une mission là-dessus, de diffuser votre pratique? Disons que la question de l'extension... il est là pour ça. Oui. C'est une vraie difficulté. On se heurte à cette difficulté depuis très longtemps. À l'issue de la première évaluation, c'était en 2003, je crois, le ministère du Travail, la DGT, a dit maintenant on passe à une généralisation. Mais il n'y a pas eu de moyens, il n'y a pas eu de mandat, il n'y a rien qui s'est mis en place pour que ça se fasse. Et donc c'est resté en jachère, quoi. Hein. Pourtant, c'est un des nœuds des problèmes de la société française. Et c'est quoi le nœud de la... Est-ce que vous avez écrit en Ah, ça, oui. Le dialogue social, sa pauvreté, la faiblesse de la représentation syndicale, le conflit permanent, etc. Oui, nous on est convaincus que c'est une problématique qui va grossir. On part de très bas, mais ça va forcément, dans la durée, être une problématique qui va être de plus en plus prégnante, quoi. Je pense. Dans votre expérience, est-ce qu'il y a une segmentation particulière des entreprises pertinente ou est-ce que c'est tout secteur d'activité? Non, c'est tout secteur d'activité. Simplement, dans l'associatif qui travaille souvent sur l'humain, il y a d'autres hypothèses et d'autres dimensions qui apparaissent, et notamment le rapport au métier. Et c'est toujours plus compliqué d'intervenir dans ces milieux-là. Et il y a des choses plus compliquées, des nœuds encore plus compliqués, parce qu'il y a ce rapport au métier qui est souvent difficile. Il vous est déjà arrivé d'intervenir dans une entreprise où, avant vous, il y avait eu un expert. D'après ce que vous avez dit, l'expert, lui, est perçu comme devant absolument prendre parti pour l'une ou l'autre des deux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir comment vous faites? Vous arrivez dans une structure où il y a déjà eu un expert.
On sait très souvent qu'avant qu'on soit introduit, il y a eu plein de choses qui ont eu lieu. Il a pu y avoir, par exemple, diagnostic court d'une ARACT. Oui. Il a pu y avoir des expertises du CHSCT ou du CE. Il a pu y avoir un consultant mandaté par le chef d'entreprise. Vous ne pouvez pas faire table rase de tout ça. Tout ça a existé. Mais c'est à eux, puisque c'est eux qui pédalent sur le vélo, c'est eux qui alimentent des échanges. Donc c'est à eux à s'enrichir des Vous faites expertises. le script. Oui, nous on fait l'animation et le script. D'accord. On fait rien d'autre. Est-ce que l'appui au dialogue social peut intervenir lors de grosses situations de crise, après, par exemple, comme on a pu voir dans des suicides ou des accidents graves Oui, bien sûr. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est l'intervention s'il y a un conflit à chaud au sens de grève. Donc là, c'est plutôt l'inspection du travail qui intervient comme aimable conciliateur. Mais à ce moment-là, bien souvent, l'inspecteur du travail parle du dispositif s'il sent qu'il y a un problème relationnel derrière la grève. Et souvent, c'est introduit dans le protocole d'accord de fin de conflit. Voilà. Mais on intervient toujours, jusqu'à présent, dans des situations où les parties sont vraiment en désarroi, au bout du bout, en grande difficulté, avec des symptômes qui peuvent être suicide ou bien d'autres. C'est pas de gaieté de cœur que les parties nous accueillent. Est-ce que vous avez déjà été amené à intervenir dans des administrations publiques? Non, on n'intervient pas dans le secteur public. C'est très clair. Oui. Et alors, pour compléter la réponse... Du boulot aussi. Oui, bien sûr. Pour compléter la réponse sur le type d'entreprise, on est capable d'intervenir dans des entreprises qui ont des représentants du personnel pour pouvoir contractualiser. Et donc, si on a une entreprise 150 personnes sans représentant du personnel, là, on n'interviendra pas, on dira commencez par faire des représentants du personnel. Parce qu'on ne sait pas contractualiser avec 150 personnes. Par contre, une entreprise de 20 salariés, un établissement de 20 salariés, là, on interviendra, on contractualisera entre les 20 salariés et le directeur d'établissement. Et moins de 20? Oui, moi, 20, il m'arrivait d'intervenir le plus petit à 6-7 salariés dans une maison de quartier. Alors. Oui, simplement, il y a une contradiction quand même, parce qu'à un moment donné, moi je suis délégué syndical, par exemple la CDP Pays Basque, et aujourd'hui tout le monde est pour le dialogue, et quand on est du côté syndical, on s'aperçoit de la difficulté de pouvoir détacher un salarié d'une petite entreprise. Les très petites entreprises, alors là, on n'en parle pas. Donc, quand on dit, tout à l'heure, vous avez employé des mots très forts, du style que c'était la guérilla, chacun dressait un mur, tout ça. Enfin, moi, je ne partage pas du tout cette façon de le faire. Et heureusement qu'après, vous avez parlé de. Avant ça, il y a quand même le dialogue. Il faut quand même essayer de dialoguer. Et un dernier recours, bien sûr, on n'a pas d'autre recours que d'aller éventuellement à la grève. Mais pour nous, ce n'est pas le sens, le but d'aller à la grève. Donc, on parle du dialogue social. Je reviens à ce que j'ai dit au début, mais il y a un gros problème parce qu'aujourd'hui, on veut des gens qui soient des salariés représentatifs et on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir ne serait-ce que s'exprimer. Quand on essaie, nous, organisation, de mettre en place dans une entreprise moins de 10 par exemple, donc là c'est pas possible, la loi ne nous permet pas, au-delà de 10, on essaie de mettre en place un DP par rapport aux élections, mais il faut voir la pression que subissent certains. Donc s'ils ne sont pas virés sur le champ, ça va être du temps, ils seront virés. Et on s'aperçoit malheureusement que dans l'entreprise, ils mettront le prix, mais ils vont le virer. Alors c'est ça la réalité. On parle de dialogue social, mais moi je suis tout à fait prêt avec le dialogue social. Et tout à l'heure, quand vous parlez de médiation, on a fait ici sur le Pays Basque, on a eu une expérience sur la médiation au niveau des saisonniers, donc indifférents dans un restaurant, voilà. Et on se déplaçait pour essayer, avec un représentant éventuel de l'UMI par exemple, l'organisation syndicale patronale, notre but c'était de dégonfler le problème, de faire en sorte que aussi bien l'une des deux parties qui ait un accord
et que pour le saisonnier, pour lui, le primordial, c'était de toucher son salaire de manière à ne pas remettre en cause son année d'études qui arrive. Donc lui, il lui fallait absolument un salaire. Et cette médiation, elle est bien perçue. À un moment donné, quand on a affaire à des gens intelligents, on se dit mieux vaut une médiation moyenne qu'un bon procès, surtout le temps que ça met. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté réelle des organisations des syndicats d'aller dans ce sens-là. Et après, j'en termine. Au niveau du Conseil de développement Pays Basque, il y a un chantier qui est ouvert aussi justement pour le dialogue social. Et nous, CFDT, on espère qu'à l'intérieur de ça, on fera des choses, on fera des grandes choses. Ce n'est pas parce qu'un salarié est dans une tribune d'entreprise qu'il devra avoir de très petits droits. Aujourd'hui, en mutualisant, on peut arriver à faire en sorte qu'ils puissent rivaliser avec des CE de grosses boîtes. Et tout ça, il faut se mettre autour de la table, dialoguer, déjà se connaître, parce qu'avant d'arriver à une confrontation, déjà, je pense que le fait de se côtoyer, j'en parlais justement avec ma collègue à côté qui est les représentante organisation patronale, je dis que tu vois, le fait qu'on se connaisse, on peut parler, et puis c'est pas parce que je te dis quelque chose que tu vas le prendre mal, au contraire, c'est être ouvert à la discussion et dans la construction surtout. Voilà, j'arrête. Mais c'est ce qu'on fait ici, justement, on commence. Vas-y. J'ai été inspecteur du travail pendant 15 ans, donc je connais les vicissitudes du dialogue social. Et c'est vrai qu'on part de bas, hein. Je suis d'accord. Hein. Et juste pour terminer, c'est vrai que nous, on a beaucoup de chemin à faire pour faire évoluer les mentalités aussi chez les salariés, mais je pense que côté employeur aussi, il y a beaucoup à faire. Parce que c'est pas évident que l'organisation syndicale toujours présente, on dit « Ah ouais, mais on entend souvent par rapport à les pénaliers, ah ouais, mais vous êtes les copains des patrons, c'est ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire aussi pour nous, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi pour les représentants des organisations. Ils sont là. C'est déjà. Je suis content d'être là. Oui, allez-y. Simplement, à une époque ici, tout le monde est Atlantique, pour permettre aux organisations patronales, aux organisations syndicales de mieux se connaître, il y a eu une volonté à l'époque, la Fédération départementale du travail, de créer des démarches de branche. Les démarches de branche sont intervenues dans 3 secteurs d'activité, métallurgie, quelques restaurants et bâtiments. Et c'est vrai que le fait de réunir à un niveau donc, départemental les partenaires sociaux avait permis quand même de confronter déjà leur point de vue et d'avoir des orientations sur ce qu'il était bon de pouvoir améliorer. Et puis, manque de chance, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de dire ici, c'est tombé en désuétude. Et je dois avouer qu'à mon niveau, je le regrette. Et juste pour compléter, il faut le dire, moi je peux le dire, peut-être que vous parlez, mais c'est parce que justement, ils ont pu couper les budgets, et c'est pour cette raison que ça va plus continuer. Et c'est dommage. D'autres? Ah voilà. Je m'appelle François Lara, je suis jeune retraité d'une grande entreprise française, j'ai un cabinet de conseil autour des cartes touristiques et du travail. Ça rejoint le débat que nous venons d'avoir, rejoint votre introduction sur les évolutions du travail. Il y a 2 domaines, j'ai noté, vous dites il y avait une perte de cadrage, mode de régulation, on voit un mauvais fonctionnement, et puis il y a un côté institutionnel, vous venez de parler, un côté structurel, un côté européen, bon, qui n'est pas trop mon domaine, mais je pense que c'est trop. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce que vous expliquez, il y a quand même 2 domaines différents? C'est le dysfonctionnement dans lequel on peut être faciliteur, et puis ce qu'on vient d'entendre, les changements culturels, les blocages culturels, les blocages structurels. Est-ce que vous n'êtes pas confronté des fois à un changement culturel pas possible ou au fond, quel type de changement? Les points de vue, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas se faire confiance, quand on est dans des schémas culturels ou des visions, est-ce que vous pensez que ces démarches-là ont un effet, ou est-ce que sur ces niveaux de compréhension, sur les blocages financiers, les blocages structurels qu'on vient d'évoquer, ou est-ce qu'on est limité uniquement dans la perte du cadrage d'une mission et d'une régulation interne? On travaille à l'échelle d'un établissement ou d'une entreprise, et ça ne touche pas aux questions que vous évoquez, de ce qui peut se passer au-dessus de l'établissement. On n'a pas de prise là-dessus. Dans l'entreprise, il y a pas une vision, même vous-même, le patron a une vision des salariés, des syndicats, les syndicats patrons, des fois c'est des phénomènes de blocage. Oui, à l'échelle de l'établissement. On cherche à travailler cela, oui. Quand
vous êtes devant cette situation-là, vous pensez que vous pouvez être médiateur sur ces points-là? Ben, oui, ben il me semble que c'est ce que l'on tente de faire. De modifier la perception que les parties ont les unes vis-à-vis des autres. Ça vous paraît... Non, changer la culture, les valeurs, c'est quelque chose quand même de bien difficile, dans notre pays en particulier. Oui, mais bon, si on prend l'exemple du management centralisateur, il s'agit bien de changer les valeurs du dirigeant qui pense que c'est en jouant de l'autorité pure et dure qu'il va faire marcher son entreprise. Et donc il faut bien qu'il s'ouvre à autre chose de nouveau pour que ça marche mieux. Au niveau des représentants syndicaux, quand on parle des relations direction-syndicat, on a des relations qui parfois, il y a toujours un élément dominant et dominé. Et on a bien des exemples, nous, où l'élément dominant, c'est la partie syndicale. Je me souviens d'un établissement où le délégué syndical nous disait, si je veux que l'usine soit repeinte en rose, elle sera repeinte en rose. Et donc, voilà, ça... À ce moment-là, le changement culturel concerne plus cette partie-là. Oui, oui. Ben, heureusement. Hein. Michel. Simplement. Moi, la relation sociale, c'est quoi? Nous, salariés, on a besoin d'employeurs, on a besoin de patrons. D'accord? Et les patrons, ils ont besoin aussi de salariés pour faire tourner la boutique. Et donc, je pense que dès l'instant où on conçoit que la vie de l'entreprise, c'est ça, nous on va pas scier la branche sur laquelle est assise nos emplois quand même. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte, et je ne sais pas si je vais rejoindre ce que vous voulez dire monsieur, mais c'est vrai qu'il y a des clichés en France où les organisations, c'est la peur, c'est voilà, le mec avec le drapeau dans la rue, la manifestation, ceci, cela. Donc, je pense qu'il faut dépasser un peu tout ça. Hein. Le rapport de force, c'est vrai qu'à un moment donné, oui, ça a fait avancer beaucoup de choses aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais le rapport de force, c'est un dernier ressort. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des choses avant d'en arriver là. Mais c'est une volonté, la volonté, elle doit être partagée. Il faut laisser la place aussi, et c'est ça où on doit évoluer dans les mentalités. Laisser la place justement au niveau de la représentation des salariés. Pourquoi aujourd'hui, et j'en termine, pourquoi aujourd'hui une entreprise, elle a des délégués du personnel à l'intérieur, donc elle a un coût de relief, mais pourquoi une autre entreprise concurrentielle, pourquoi pas, au même endroit, côté, pourquoi elle n'a pas d'élus du personnel, donc elle a un coût moindre hein, par rapport au coût du revenu du travail. Pourquoi ne pas aller vers une mutualisation? Pourquoi pas dire, ça existe déjà, la loi le prévoit, sur par exemple des bassins d'emploi au niveau du CHSCT, qui est la possibilité d'avoir un représentant délégué du personnel CHSCT sur le site, sur le bassin d'emploi. Pourquoi ne pas aller dans le sens de dire, ben oui, il faudrait quand même avoir une représentativité au sein même de ce bassin d'emploi, représentativité par rapport aux salariés. Bon, tout ça, c'est une évolution qu'on doit faire les uns et les autres. Nous, on sera accusés de faire ami-ami avec le patron, et certains patrons seront accusés de faire ami-ami avec les organisations syndicales. Mais je pense que c'est la vie, et si on va passer, c'est le passage obligé. Sans rien déflorer, c'est un des projets qui sont en train d'émerger au Pays Basque. Oui, justement, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. François, vous voulez encore la dernière question, puis après on va aller manger. Ah oui, alors c'est dommage, parce qu'en fait, ce que je voulais demander à Michel, c'est en fait, est-ce qu'il arrive que ça ne marche pas? Voilà, qu'on arrive, comme ça peut arriver dans ce domaine, voilà, on a essayé, et ça ne fonctionne pas, et dans ces cas-là, quels sont les indicateurs qui laissent annoncer que voilà, ça risque de ne pas fonctionner? Oui, je vous rassure, il arrive que ça ne marche pas. Enfin, du coup, il y a des images qui me viennent en tête. Hein. Je pense par exemple à un service qui fait la tutelle, qui emploie des personnes qui font la tutelle. Donc un service sanitaire et social. On a dépensé beaucoup d'énergie puisqu'il y avait 50 salariés et on avait fait autant de 3 ou 4 groupes pour tous les salariés droit à la parole. On a organisé autant de conjointes entre chaque groupe qu'il y avait de groupe et la direction. Et la direction a écouté, elle était surprise, tout allait bien, et puis on revient 15 jours après, elle avait tout discarté, quoi. Hein. Ces défenses s'étaient rebâties, et on n'a rien pu, rien n'est sorti de cette intervention, par exemple. Donc, chaque fois, c'est une aventure particulière. C'est
c'est un processus qui est ouvert, vivant, et on n'a jamais la garantie. On n'est pas capable même de faire un pari sur est-ce que ça va aboutir positivement. Hein. Et vous avez des modes de régulation, vous êtes supervisé ou il y a... Oui, on a dans notre réseau, donc on intervient à deux hein, pour avoir cette régulation. Et puis on a, enfin, on doit prendre un référent au sein de notre réseau pour discuter du dossier. Et puis dans le cadre de notre réseau, on a aussi des réunions dans lesquelles on évoque, enfin on fait un peu de l'analyse de pratique. Merci beaucoup. Je vous propose que nous allions manger. Donc là, il va falloir y aller en voiture parce que c'est pas à côté. Essayez de faire du covoiturage. Donc, puisque nous mangeons à la brasserie de l'Aviron Bayonnais. Les Bayonnais, ça vous sait. Les autres vont suivre du covoiturage. Voilà.